Bienvenue dans ce programme découverte du jeu compétitif de Warhammer 40 000. Je suis Tourop, joueur mais surtout compétiteur. Vous êtes sur Creative Wargame et aujourd'hui nous allons parler des bases du jeu. Nous allons aborder la distinction formelle entre le jeu casual et le jeu compét. Nous allons parler de la création de listes d'armées et enfin je vous donnerai des bons tuyaux pour les débutants et quelques astuces aussi pour vous permettre un petit peu de mieux démarrer votre apprentissage du jeu compétitif. Alors déjà, je vais commencer par définir le jeu compétitif. Qu'est-ce que c'est? Ça va être l'exploitation du support que propose l'éditeur, donc les règles de base et toutes les règles circulaires, à savoir les codex, les errata, les facts, les dataslates, etc., etc. Donc tout ça, c'est le support de jeu. L'exploitation d'un support de jeu afin d'en soustraire une confrontation stratégique avec un adversaire, afin de déterminer lequel a la meilleure lecture de jeu, lequel a la meilleure vision de jeu, ou lequel a su tirer le plus parti d'une aléatoire un peu trop vacillante. Quoi qu'il en soit, le jeu compétitif à Warhammer 40 000, il faut savoir que c'est pas initialement ce pourquoi a été fait ce jeu. Le jeu initial est un jeu de figurines, est un jeu pour les fans du lore, est un jeu pour les fans de modélisme et de peinture qui souhaitaient tout simplement s'immerger à travers un système de règles dans un univers fantastique, dans un univers de science-fiction qui est celui de Warhammer 40 000. Donc le jeu initialement n'a pas du tout été créé pour ça, c'était vraiment juste pour mettre des figurines sur la table et pour s'amuser, voilà, pour jouer votre Land Speeder, pour jouer vos Marines, pour jouer vos orques. Le jeu a beaucoup évolué et on se retrouve aujourd'hui, et je pense que c'est le cas depuis à peu près 3-4 ans, pas beaucoup plus, on se retrouve avec une édition de jeu qui est vraiment créée, qui est vraiment, on va dire, exploitée par son éditeur de jeu pour proposer un système de jeu égal dans lequel la stratégie de jeu va permettre à l'un ou l'autre des deux joueurs de gagner la partie. Donc ça, c'est très récent sur Warhammer 40 000, il faut bien le comprendre. Il y a encore quelques années de ça, le jeu n'était pas équilibré, il y a encore quelques années de ça, le jeu n'était pas tout simplement construit pour du jeu compétitif. Allez, salut les amis, j'interromps très brièvement cette vidéo pour vous rappeler que vous retrouvez Creative Wargame sur Instagram. Sur la page Insta, je vous partage des mèmes humoristiques, des publications, des stories, de l'avancée de la peinture, des petites vidéos de figurines, voilà, plein de choses. Vous nous retrouvez sur Discord, il y a là-bas le cœur de notre communauté, plus de 3000 Wargamers, il y a des salons dédiés à chaque faction de Warhammer 40 000, il y a des salons pour la peinture, il y a des salons de discussion libre, il y a des salons TTS, et c'est aussi là-bas qu'on organise notre tournoi Super League TTS. On attaque d'ailleurs la semaine qui arrive, la 6e et dernière ronde de notre tournoi qui a commencé en janvier dernier. Bravo à tous les joueurs, il y avait 190 inscrits et bah écoutez, ça a été un vrai plaisir de mener ça et puis je vous ferai le débrief global de cet événement très probablement sur YouTube dans peu de temps. Je finis par vous rappeler que le dimanche 16 mars, les amis, se jouera la 5e journée de Super League. Donc la Super League, c'est notre format compétitif en streaming. C'est une compétition à 16 joueurs qui a débuté en décembre dernier. Vous avez déjà tous les replays des 10 premiers matchs compétitifs sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les rewatch. Et ce dimanche 16, vous aurez Custodes contre Space Marines du Chaos et vous aurez les orques de Sisu qui affronteront les Necrons. Voilà pour ça, je vous rappelle, pour finir, que vous avez dans la description le lien de notre page Tipeee. Tous les gens qui typent pour un montant de 5 € sur la chaîne Creative Wargame, vous avez accès à notre playlist Prime avec des dizaines et des dizaines de vidéos dédiées aux jeux compétitifs. Il y a des reviews de détachement, des états de faction, des reviews de codex, des reviews d'index, vous avez des débriefs de match. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Bénéficiez aussi de la playlist Prime si vous faites vos achats sur MyOEPlace et que vous créditez Creative Wargame. Pour ça, c'est très simple, vous allez sur notre Discord, il y a un salon dédié, vous mettez votre numéro de commande et vous recevrez votre playlist en MP. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Je vous invite immédiatement, si vous avez oublié de le faire, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner si vous nous découvrez à travers cette vidéo et à commenter pour partager votre vision de Warhammer 40 000. Allez, on repart immédiatement. Aujourd'hui, on a un système de jeu qui est très équilibré, malgré ce que certains en disent, moi je le trouve très équilibré, avec différentes couches de règles qui permettent de transformer le jeu de base en un jeu stratégique, notamment en passant par les Tournament Companions, donc ça va être tout le corpus de règles spécifiques au tournoi.
tout simplement à la partie équilibrée. On se retrouve avec une scène compétitive qui est de plus en plus mise en avant et qui est de plus en plus stimulante parce qu'on a un jeu qui est de moins en moins frustrant et qui donne vraiment du plaisir aux joueurs qui ont envie de se donner la peine de comprendre les mécaniques et de comprendre la stratégie de jeu, de se retrouver finalement dans la position, parce que c'est véritablement ça le jeu compétitif, la prise de décision. C'est ce qui différencie le jeu gamble, le jeu aléatoire d'un jeu stratégique. C'est la prise de décision avec un impact immédiat sur la victoire ou la défaite. Donc au final, ces sensations de jeu, on les retrouve très très bien aujourd'hui dans Warhammer parce que le jeu est très bien écrit et il propose vraiment aux joueurs de s'épanouir dans cette niche-là de Wargamer. Il faut dissocier du coup le jeu casual du jeu compétitif. Le jeu en lui-même, comme je l'ai dit, ne vous amène pas naturellement vers une pratique du jeu compétitif. Je vais immédiatement vous faire le comparatif avec toutes les activités sportives, ludiques et hobbyistiques que vous avez pu faire par le passé, que ce soit le football ou le basket quand vous aviez 6 ou 8 ans, ou un peu plus tard d'autres activités. Le principe et la pratique de l'activité initiale vous emmenez naturellement vers la compétition. Moi, je me rappelle, le mercredi, on jouait au foot, c'était pour le samedi aller affronter, faire un match contre les gamins du village voisin. Et ça, c'est le cas pour à peu près toutes les pratiques aujourd'hui. Alors, il y a bien évidemment beaucoup de niveaux de compétition différentes, mais quoi qu'il en soit, la pratique initiale amène vers la compétition. Ce qui n'est pas le cas de Warhammer 40 000. La pratique initiale du jeu ne vous amène pas du tout à la compétition. La pratique initiale du jeu n'est pas écrite pour ça. C'est ça la différence notable et c'est ce qui est un petit peu contre-intuitif aujourd'hui. C'est-à-dire que il va falloir de vous-même comprendre et désamorcer toutes les mécaniques de jeu casual pour pouvoir prétendre à faire du jeu compétitif. Le jeu initial, il est fait pour vous faire plaisir, peindre des figurines, les mettre sur la table, faire des beaux décors, faire une belle table de jeu, passer une soirée entre potes et pas nécessairement vous amener à rencontrer les associations voisines, vous amener à aller à la ville d'à côté pour aller faire le tournoi sur le week-end ou alors même de changer de pays pour aller faire des championnats du monde. Et le jeu casual se démarque très clairement du jeu compétitif et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre communauté, il y a une cloison assez importante dans les pratiques et même si l'une des pratiques n'empêche pas l'autre. Souvent, les joueurs nichés dans la peinture ou dans le jeu lore ne mettent pas les pieds dans le jeu compétitif et inversement. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas l'un n'empêche pas l'autre, mais comme il y a vraiment une barrière entre ces deux communautés, finalement, les pratiquants d'une telle façon d'approcher le jeu, qu'est le compétitif ou le lore, au final ne se fréquentent pas parce que ce sont des communautés qui sont distinctes, ce sont des communautés qui prennent du plaisir différemment sur le jeu. Et donc ça m'amène ici au premier point le plus important pour moi de ce programme découverte, c'est désamorcer le jeu casual. Le jeu casual, ça consiste à jouer des figurines. Le jeu compétitif, vous allez jouer des datasheets. Le jeu casual, vous allez jouer avec des règles. Le jeu compétitif, vous allez exploiter des ressources et vous allez exploiter des données. Et c'est bien là deux choses fondamentalement différentes et deux approches fondamentalement différentes. Parce que là où, avec le jeu casual, vous aimiez jouer Marnus Calgar parce qu'il est cool, parce qu'il est bleu, parce que la figurine est belle, parce que vous avez passé 8 heures à la peindre, etc., etc. Pas pouvoir avoir cette démarche-là en jeu compétitif. Parce que si vous faites ça et que vous mettez votre figurine sur table de jeu, vous dites « Oh, le jeu est pas équilibré, c'est nul, mon Marnus, il est nul. » Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir le jeu compétitif, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il marche. C'est vraiment l'exploitation du jeu compétitif est complètement différente. Il va pas falloir exploiter des figurines ou des sensibilités graphiques, il va falloir exploiter avant tout et toute chose de la datasheet, de la donnée pure, de la mathématique. C'est un véritable jeu de mathématiques, de gestion de ressources que nous propose Warhammer 40 000. Je vais faire une petite aparté maintenant sur la composition d'armée. Alors je vais pas aller trop loin dans le développement parce que l'épisode 2 du programme découverte se concentre sur la création de listes d'armées. Je m'attellerai à vous dire quand même que la composition d'une armée, elle fait 50% de la victoire. Si vous gagnez ou vous perdez une partie, il y a une chance sur deux que ça soit dû à votre liste, véritablement, où la liste prend une part excessivement importante de la réussite ou non de votre partie. Vous allez prendre une très bonne liste, même si vous ne la jouez pas excessivement bien, même si vous faites des erreurs avec, vous allez avoir un taux d'absorption de la liste, elle va vous pardonner des erreurs de jeu. Vous jouez une liste qui n'est pas très forte, vous ne pardonnerez aucune erreur de jeu, et même au-delà de l'erreur de jeu, parce que là, on mettrait en concurrence le skill cap, ce qui est intéressant pour le jeu compétitif. Je vais vous parler plutôt de l'aléatoire. Une bonne liste d'armées est capable d'absorber l'aléatoire.
Et là où une mauvaise liste d'armées, eh ben, dès que les dés vont flancher, votre liste va s'effondrer et vous allez vous faire rouler dessus. Après, si vous êtes un bon joueur et que face à vous, vous avez un très bon joueur et que il y a une bonne liste d'armées d'un côté comme de l'autre, c'est le très bon joueur qui devrait prendre la main sur la partie, car bon, l'aléatoire est ce qu'elle est, mais généralement, elle ne fait pas vaciller une partie du tout au tout. Ou alors, c'est plutôt rare, finalement. C'est ce qui fait d'ailleurs que le jeu est très équilibré aujourd'hui. Si vous perdez vos parties et vous vous dites c'est parce que je n'ai pas eu de chance, vous vous trompez fondamentalement sur votre approche du jeu. Vous avez perdu la partie parce que votre adversaire était meilleur que vous et parce que vous avez pris des mauvais choix. Et ça, il faut l'entendre. Alors, vous allez pouvoir me dire oui, mais j'ai mal tiré mes oui, mais j'ai eu des mauvais secondaires. Oui, mais à ce moment-là, il a fait un beau jet, etc., etc., etc. Une bonne liste d'armées est capable d'absorber toutes ces données qui sont aléatoires. Donc, là où la liste d'armées a son importance véritablement, c'est sa capacité à absorber l'aléatoire du jeu et à vous prémunir en fait stratégiquement d'un impact massif sur le déroulé de la partie. La composition d'armée, elle doit se faire en relation avec le système de primaire et de secondaire. C'est le système de scoring du jeu compétitif avec une mécanique de primaire fixe et une mécanique de secondaire au tirage aléatoire qui va vous demander de faire des choses sur la table de jeu, de détruire votre adversaire, de reprendre des objectifs, de contrôler une certaine zone de la table, etc., etc. Donc, votre liste d'armées, elle devra aussi répondre à ces critères de scoring et vous devrez, en composant votre armée, trouver des réponses à toutes les options que le jeu va pouvoir vous proposer. Les options que le jeu va pouvoir vous proposer, c'est quoi? C'est-à-dire le tirage du scénario, par exemple. Vous n'allez pas jouer de la même façon un Scorched Earth, une terre brûlée, qu'un Lich Spin. Parce que le gap de primaire est différent et ça va avoir un impact différent sur votre façon d'engager vos ressources. Vous n'allez pas jouer la même partie, vous n'allez pas jouer de la même manière si vous avez le T1 ou si vous ne l'avez pas. Donc tout ça, c'est des données qui doivent être prises en compte dans votre liste d'armées. Qu'est-ce que je fais si j'ai le T1? Qu'est-ce que je fais si j'ai pas le T1? Si vous avez une liste d'armées qui est T1 dépendante, c'est-à-dire qui ne peut gagner que la partie si j'ai le T1 et je peux placer mes unités où je veux et faire ce que je veux, malheureusement, c'est une mauvaise liste d'armées. Et même si vous gagnez 2 parties sur 3, au final, si vous allez en tournoi et en compétition, sur 5 rondes, vous vous ferez punir et vous n'arriverez jamais à passer un certain plafond de verre. Donc ça veut dire que la liste d'armées doit être corrigée. Quoi qu'il en soit, elle doit répondre à ces critères de primaire et de secondaire. Et les secondaires, c'est pareil, il y en a une multitude. Ça vous demande parfois de tuer des unités adverses, ça vous demande parfois de vous projeter sur les objectifs, de prendre des cartes de table, de faire des actions. Et vous devez donc dans votre liste d'armées avoir ces unités qui vont vous permettre de scorer stablement les différentes options que vous proposez le jeu. Enfin, je finirai par les conseils pour les débutants et je dirais plutôt le conseil pour les débutants. Le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est de comprendre qu'il y a des parties d'entraînement et qu'il y a après, à côté de ça, les tournois et la compétition. Ce sont deux choses bien distinctes. Si vous abordez vos parties d'entraînement avec le couteau entre les dents et si vous perdez, vous êtes frustré, etc., etc., vous n'allez pas apprendre. Si vous voulez vraiment apprendre, vous devez aborder la partie d'entraînement telle qu'elle est véritablement. À savoir, je suis là pour tester des choses avec ma liste, tester des options de jeu et je veux essayer de comprendre comment tout ça marche. Si vous êtes véritablement trop le couteau entre les dents, au final, vous allez faire l'impasse sur tout un aspect pédagogique et tout l'aspect d'apprentissage de la partie d'entraînement et vous allez perdre de la donnée en route. Donc c'est vraiment le conseil que je donne aux débutants, c'est des parties d'entraînement, tu as le droit de la perdre, tu as le droit de la gagner, le résultat tu t'en fiches. Moi je vais vous donner un exemple, je suis pratiquant de sport de combat et quand on fait du sport de combat, la fin d'entraînement, on fait du sparring, donc on va s'affronter avec un autre adversaire. Quand on fait du sparring, c'est pas de la compétition, c'est-à-dire qu'on donne pas les coups à pleine puissance, c'est-à-dire que on accepte aussi qu'il n'y a pas d'arbitre et qu'il n'y a pas de résultat à la fin. Le seul résultat c'est comment moi j'ai travaillé, ce que j'ai exprimé, etc., etc. Et c'est la même chose pour les parties d'entraînement Warhammer 40 000. En fait, quand vous vous entraînez à Warhammer 40 000, vous ne devez pas engager une partie comme si c'était une compétition et il faut absolument que je la gagne. Non, jouez là confortablement dans une dynamique d'entraînement et vous verrez, déjà ça va soustraire chez vous tout l'aspect frustration, tout l'aspect j'ai perdu, je suis nul, ma liste est nulle, j'arrête de jouer. Non, vous apprenez au fur et à mesure et après vous pourrez aller vous tester sur des compétitions où là vous serez pour le coup en mode sans échec, où vous ne vous permettrez pas de revenir sur certaines erreurs de jeu, certaines erreurs de règles, etc., etc. Voilà, ça c'est un gros point.
le fait que la partie d'entraînement est très spécifique, qui est encore un vrai point de friction chez les joueurs. Moi, je joue beaucoup avec des joueurs qui sont des tournoyeurs de tout niveau, hein, voire même des tournoyeurs du plus gros niveau français aujourd'hui. Et je constate que encore il y a trop de parties où c'est pas des parties d'entraînement, en fait, c'est des parties d'ego. C'est des parties de je suis plus fort, t'es moins fort. Et ça, c'est dommageable. C'est dommageable, ça veut dire que votre partie, les 4 heures que vous avez passées à jouer, au final, vous auriez pu en profiter encore plus. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre dans cette dynamique-là et surtout à inciter votre adversaire aussi à être dans cette dynamique-là, à revenir, à jouer ensemble finalement, à revenir sur les actions parce que ça va vous permettre. Si votre adversaire, je vais vous donner un exemple, moi j'ai joué l'autre jour contre un pote, il a fait une action qui n'était pas bonne de manière générale, il a engagé des ressources, c'était pas bon, mais c'est un joueur qui est plutôt débutant en termes de compétition, et donc je lui ai dit, écoute, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ce move-là, il faut pas le faire, je l'ai laissé faire, je l'ai laissé amener son move jusqu'à la fin, et jusqu'à la charge ratée, hein, tout simplement. Et je lui dis, ce move-là, tu ne dois pas le faire, parce que ceci. Et je lui dis, on revient en arrière. C'est pas grave, t'as fait ton mouvement, t'as ta charge, on remet tes figurines là-bas derrière le mur, et on dit que tu n'as pas fait ce mouvement-là. C'est intéressant pour lui, parce que du coup, la partie ne se fait pas sanctionner sur une erreur de jeu. Et c'est intéressant pour moi, parce que du coup, en fait, j'affronte une liste qui, pour le coup, j'affronte un gameplay qui est optimisé. Parce que si vous jouez contre un joueur qui joue mal sa liste, au final, vous aurez une mauvaise vision du match. Vous allez croire, cette liste-là, je la gagne. Mais en fait, non. C'est juste que tes adversaires jouent mal et que tu n'as pas permis à tes adversaires de véritablement t'entraîner avec eux. Donc ça, c'est quelque chose à corriger sur le jeu débutant. Et pour moi, c'est un des gros leviers de progression pour tous les wargamers qui veulent faire du compétitif. Voilà, on a fini pour cette première session du programme découverte. Je vous retrouve dans le 2e épisode pour qu'on parle de liste d'armées.